Et ça... Bien, tout le monde a pris sa place. Monsieur le conseiller départemental et vice-président, président et conférencier, Madame la présidente de Haute-Faune au patrimoine, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois ici ce soir dans cette salle des fêtes. Tout d'abord, je voudrais saluer cette jeune fille. Elle est la seule dans la salle, elle est toute jeune et elle s'intéresse déjà à l'histoire de notre territoire. Donc, je tiens à la féliciter. Ça aurait été encore mieux si elle en avait eu plus. Mais, ma foi, dommage. Ils apprendront malgré tout cette histoire du Pont-la-Vera à travers les bouquins, à travers la visite de l'exposition qui a été assurée par Oxford en patrimoine dans la salle des mariages à Oxford, de cette magnifique exposition qui a plu aux enfants. Je voudrais adresser mes félicitations et tous mes remerciements à Oxford, notre patrimoine. Je ne veux pas les oublier, je les cite souvent, mais je ne suis pas rabat-joie. Je dis tout simplement que le travail qui est fait par cette association est magnifique dans la recherche. Rechercher l'histoire, les petits détails qui font l'histoire, et il y a une équipe formidable qui travaille et qui maintenant forme par l'écriture tout ce qu'ils peuvent retrouver et essayer des décennies derrière. Comment voulez-vous que les jeunes sachent si on ne leur écrit pas, si on ne leur dit pas l'histoire? Et le travail qui est fait par cette association est remarquable et je veux les remercier. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, sauf que je voudrais préciser que le 1er février 1944, à Oxford, il y a eu aussi de l'assassinat sur quelques juifs. Et tous les ans, la collectivité d'Oxford dépose une gerbe à leur mémoire. Ça fait partie aussi de l'histoire, et on tient aussi à le souligner, chaque 1er avril de chaque année, une gerbe est déposée au cimetière de Haute-Faune. Donc, monsieur le conférencier, je sais que vous êtes brillant et président de l'association. Vous êtes brillant et qu'on va prendre un grand plaisir à vous écouter et encore certainement avoir les frissons de tout ce que vous allez nous raconter. Parce que cette histoire du Pont-la-Vera est fragile et relève effectivement de faits que l'on peut que découvrir. Et merci pour tout ce que vous avez fait par cette exposition et j'en suis certaine par les commentaires que vous allez nous apporter. Merci. Merci, monsieur le maire. J'espère que je ne vais pas vous décevoir. Je n'en doute point. La présidente. Merci. Eh bien, merci à vous d'être venus sur notre invitation et de nous avoir prêté cette exposition, ainsi que monsieur le maire. Je crois qu'elle a beaucoup plu, qu'elle a beaucoup intéressé surtout les scolaires, comme hier, et ça c'est très très bien. Je ne vais pas empiéter sur le discours de M. Blondy. Je veux remercier aussi tous les adhérents et les participants à cette soirée. Je vois que vous êtes toujours aussi nombreux, ça c'est super. Je vous dis, la salle des fêtes sera bientôt trop petite. C'est très très bien. Si. C'est très très bien. Je vous remercie encore ces messieurs et je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Bien, s'intéresser à l'histoire ne consiste pas à sauter comme un cabri en disant l'histoire, 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 ça pourra être quelque chose. Non,
l'histoire, avec un grand H, exige un certain nombre de précautions. D'abord, ne pas commettre d'anachronisme en prêtant aux hommes d'alors les pensées qui sont les nôtres aujourd'hui. Par exemple, ne pas reprocher à Vercingétorix encerclé dans Alésia de n'avoir pas téléphoné pour demander du secours et ensuite de le condamner avec véhémence si possible. Le drame du Pont-Lavera, ce sont des êtres humains de 1944 dans le contexte de 1944. En février 1944, pouvait-on seulement imaginer ce qui allait se passer à partir du 6 juin de cette même année? Non. Remarque complètement ridicule. L'histoire, c'est la mémoire, mais elle n'est pas monolithique, elle est fluide. Et en regardant l'exposition consacrée au massacre du Pont-Lavera, quelque chose m'a frappé. Sur les photos anciennes apparaissent deux bâtiments. Seul subsiste le bâtiment, vous connaissez, le plus petit. Le plus important a été démoli à un moment où, paraît-il, on envisageait la création d'une installation hydroélectrique dans ces lieux. Le mieux-être matériel l'emportait sur la mémoire. La mémoire, à cette époque-là, n'était pas un devoir. Autre temps. Autre réflexion que m'inspire ce drame. En français, parlé par un Français de France, deux mots clés déverrouillent l'esprit, délient les langues. Ce sont les mots révolution et résistance, comme si notre langue et notre esprit étaient les dépositaires officiels de l'étalon international de ces notions. Arrogance, y verront beaucoup d'étrangers, peut-être, mais il n'empêche que c'est ce qui est ressenti par bon nombre de nos concitoyens. Révolution, résistance. Ce soir, on parle de résistance, justement. Mais avec ces deux mots, on peut s'y faire piéger. Si on pense à la révolution cambodgienne de Pol Pot. Parler des événements de cette sombre période de 1940-1945, c'est évoquer aussi les vieux démons qui régulièrement secouent la société française, si prompte à s'enflammer, à s'enthousiasmer pour jouer, pourrait-on dire, à la guerre civile. Or, une guerre civile, ce n'est jamais gratuit. Alors, dès moments graves, parlons-en avec gravité, sachons garder la tête froide, laissons l'histoire faire ses recherches. N'oublions pas, pour se replacer dans le contexte de 1944-1945, n'oublions pas que le génie de Charles de Gaulle à partir de 1944 a été de faire croire à tous, Français eux-mêmes, alliés et ennemis, que tous les Français avaient été résistants et que tous les Français avaient gagné la guerre. Paradoxe, puisque la paix civile était à ce prix, celui de l'oubli. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, Monsieur le Président, chers amis, donc très heureux de voir peut-être nombreux ce soir pour la conférence qui va traiter du massacre du Pont-Lavera par le président de l'amicale du bataillon violet, Dominique Sardin, et donc au nom du Moulin de la Résistance que je préside, donc, qui est un syndicat qui regroupe 3 communautés de communes, celle du pays de Pompadour en Corrèze, celle du pays de Canoë en Dordogne et celle du pays de Saint-Thierry en Haute-Vienne. Donc c'est un syndicat qui regroupe des élus des 3 départements et des personnes qui s'intéressent à l'histoire et au patrimoine. Et donc cette exposition qui était visible à la mairie il y a quelques jours et qui est ici ce soir, donc, a été mise en place au Moulin par le Moulin de la Résistance, par l'amicale du bataillon violet et par l'association des familles et amis des victimes du massacre. Donc il y a 3 entités qui œuvrent sur ce site pour la mémoire, pour l'histoire, comme ça a été dit, ce qui est très important. Donc depuis 5-6 ans, nous avons aménagé le Moulin, pour ceux qui le connaissent, comme vous avez vu que le site a pu changer quand même depuis quelques années. Et effectivement, c'est la première exposition qui rend hommage à ces victimes du massacre du 16 février 1944, et on ne peut que remercier toutes celles et ceux qui ont permis de prêter et de donner des photos, des éléments relatifs à chacune des victimes pour qu'on puisse effectivement se souvenir et ne pas oublier ce qui s'est passé au Pont-Lavera. Et donc je disais la semaine dernière, lors de l'inauguration de l'exposition, qu'il serait bien que les écoles voient cette expo. Je pense que ça a été fait, c'est très bien, c'est notre but, faire en sorte que
sur le site du Moulin de la Résistance puissent passer les écoles, les collèges, pour que les jeunes générations puissent savoir ce qu'on fait ces œuvres sur le site. Et pour dire 2 mots supplémentaires concernant le site du Moulin de la Résistance, il y a 2 ans, donc, nous avons aménagé un chemin de la Ménorah, toujours en accord avec l'amicale des amis du bataillon violet, avec l'association des amis et amis des victimes. Et quand vous allez sur le site du Pont La Méra, il y a une dizaine de panneaux qui vous permettent donc un cheminement sur le site, d'avoir des informations sur la résistance en France, sur la résistance en Périgord, sur les maquis de Dordogne, maquis de Sarlande, de Paysac, etc., dont parlera Dominique Sardin tout à l'heure. Et donc le chemin se termine sur 3 panneaux qui concernent le massacre du 16 février 1944. Ceci pour dire que ce site permet d'avoir des informations été comme hiver, et donc chaque jour d'année, sur ce qui s'est passé, sur le drame qui s'est déroulé sur un site qui est en Corrèze, mais qui concerne effectivement plus largement toutes les communes qui sont autour et qui appartiennent à 3 départements. Donc merci d'être nombreux pour écouter Dominique Sardin ce soir, et avis à ceux qui seraient intéressés pour que cette exposition aille dans leur commune, dans une bibliothèque, une salle polyvalente. C'est son but, qu'elle puisse voyager pour qu'on puisse diffuser le travail qui a été fait en mémoire à ces jeunes du Pont La Méra. Donc merci à tous. Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. Je vous demande votre indulgence concernant les faits que je vais essayer de vous relater le plus objectivement possible. Je ne suis pas un historien. Je m'intéresse à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale depuis des dizaines d'années. Je m'occupe d'associations, de plusieurs associations, le comité de coordination de l'association de la résistance de la Haute-Vienne, la Fondation de la France Libre, l'amicale du bataillon Violette, le comité du prix de la résistance de la Haute-Vienne. Je suis impliqué aussi dans d'autres activités. J'ai installé la salle Deuxième Guerre mondiale au musée militaire de Périgueux. J'ai participé à l'installation de la salle du premier musée de la résistance de Limoges. Donc j'ai une petite expérience et ça fait 50 ans, plus de 50 ans. Mon premier passage au Moulin du Pont La Méra date de plus de 50 ans. C'était pour le 20e anniversaire. Et c'est effectivement quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Dans notre région de Dordogne-Nord, le massacre du Pont La Méra a laissé des souvenirs qui sont très douloureux. Et c'est ce qui explique vraisemblablement votre présence aussi nombreuse ce soir. Pour préparer cet exposé de ce soir, je me suis inspiré de ce qui avait été écrit jusqu'à présent. D'abord, les premiers ouvrages du capitaine Fred, bataillon violet brigade RAC, de la brochure concernant les stèles du bataillon violet, des ouvrages de Michel Moreau, extrêmement complets, des travaux de l'association des familles et amis des victimes du nazisme en Périgord Limousin, travaux très complets, très poussés. J'ai recueilli quelques témoignages aussi, mais qui ne sont pas toujours fiables. Et plus on a de témoignages, plus on peut avoir des points de vue différents, parce qu'il faut se souvenir que les témoins ont une vue partielle, très partielle de l'événement auquel ils ont participé, et une vue aussi qui peut être partielle. J'ai également consulté le service historique de la Gendarmerie nationale, notamment le délai numéro 95 établi par la brigade de la Noaille au lendemain du drame. Ces archives sont conservées au blanc dans l'Indre. Il y a beaucoup de choses fort intéressantes.
Les archives de la préfecture de région ont été examinées aussi. Alors, je parle de la préfecture de région parce qu'à l'époque, en 1944, la grande région Limousin comprenait Haute-Vienne, Creuse, Corrèze et la Dordogne, une partie de l'Indre, une partie du Cher, une partie de la Charente et une partie de la Vienne. Donc la Dordogne faisait partie intégrante de la région Limousin, dépendait du préfet régional de Limoges. Bien, c'est un préambule. Je vais vite replacer l'affaire dramatique dans le contexte de l'époque. Je ne veux pas vous refaire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas du tout le sujet. Bon, déclaration de guerre, septembre 1939, armistice demandé par le chef du gouvernement, le maréchal Pétain, le 20 juin 1940. Plus d'1 500 000 de soldats français prisonniers des Allemands qui sont partis en Allemagne. Juin 1941, l'Allemagne déclare la guerre à l'Union soviétique, opération Barbarossa. Et là, à ce moment-là, il y a des millions de soldats sous uniforme allemand avec leurs alliés qui envahissent l'Union soviétique. Et là, à ce moment, il y a un énorme besoin de personnel pour faire fonctionner les usines, toutes les industries de l'Allemagne nazie. Le régime de Vichy essaye de faire partir en Allemagne le maximum de personnel pour aider les industries allemandes. Je vous ai amené 2 affiches, 3 affiches où l'on peut voir l'incitation à partir en Allemagne pour travailler. Il y a eu ce que l'on a appelé la relève, qui a été instaurée par le président Laval le 22 juin 1942. La relève, c'était pas un ouvrier français qui part en Allemagne pour faire rentrer un prisonnier français, c'était 3 ouvriers français qui devaient partir en Allemagne pour qu'un prisonnier puisse revenir. Mais les Allemands ont fait fonctionner ça tant bien que mal. Ils nous renvoyaient essentiellement des prisonniers qui étaient en mauvais état, en mauvaise santé, et dont ils n'avaient pas du tout envie de s'occuper. Ça, c'est une première chose. Donc, peu d'ouvriers, peu de personnes acceptaient d'aller travailler volontairement en Allemagne. Après l'invasion de la zone non occupée, novembre 1942, les Alliés étaient arrivés en Afrique du Nord, l'invasion de la zone non occupée par les Allemands qui occupent à ce moment-là toute la zone que l'on appelait libre, mais qui n'était pas libre. Et tout de suite après, les Allemands ont été très exigeants et ils voulaient de plus en plus de travailleurs français qui partent en Allemagne. Le gouvernement de Pierre Laval a instauré ce que l'on appelait au début le service obligatoire du travail. Mais les initiales, ça faisait SO. Ça ne se présentait pas bien et ils ont changé, ils ont appelé ça le service du travail obligatoire. Alors qu'est-ce qui était obligatoire, le service ou le travail? Bon, point d'interrogation, ça s'est appelé le STO. 16 février 1943, soit 1 an jour pour jour avant le drame du Pont-l'Abbé. Service du travail obligatoire, il y a eu environ 650 000 Français qui ont été obligés de partir. Ça a concerné les jeunes qui étaient nés en 1920, 21 et 22 au début. Tout à fait au début, jusqu'au mois de juin 1943, les agriculteurs étaient exemptés de ce service du travail obligatoire, mais ça a duré peu de temps. Donc là, quand il s'est agi de partir et quand les jeunes commençaient à recevoir leur feuille de route pour l'Allemagne, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu être les esclaves du Grand Reich. Et c'est là que les maquis ont commencé à avoir des peaux qui grossissaient.
à l'époque, dans la région, la résistance commençait à s'organiser, à se structurer. Il y avait dans le secteur d'Ordogne-Nord un responsable qui s'appelait M. Serre. Et il y avait 14 secteurs de résistance, donc le secteur de Paysac, Sarlan, La Noaille, qui était sous la responsabilité de René Tallet de Sarlan. Ici, localement, enfin ici, je veux dire sur Paysac et sur la région de Paysac, il y a un groupe qui s'était formé à l'initiative de Fernand Deveau. Fernand Deveau avait un neveu, oui, Raoul Drery. Et Raoul Drery, c'était un ancien sous-officier de l'armée française. Il y a des hommes qui lui ont demandé, des réfractaires au service du travail obligatoire, qui lui ont demandé de trouver un moyen de se cacher et d'échapper aux recherches de la gendarmerie qui cherchait toujours les réfractaires qu'il pouvait y avoir. Fernand Deveau, avec Estelle, Dufour, Raoul, Raymond Pivert, alias Guy Lachaud, avait trouvé refuge, un premier refuge du côté de Châtry, commune d'Angoisse, où ils ont été aidés par les habitants de la ferme de Mai, puisqu'ils sont allés à la roterie, chez Jules et Germaine Javerneau, et chez la Gorse d'Ypeux. Début 1943. Les 7 réfractaires construisaient des abris, cherchaient des armes. Leur nombre s'est accru et fin 1943, il y avait environ 250 hommes répartis dans différentes communes allant jusqu'à Exilé. En décembre 1943, Violette, René Tallet de Sarlan et Raoul Drery recherchaient un endroit isolé avec des bâtiments assez vastes pouvant accueillir les nombreux proscrits. Ils ont visité un moulin sur Auvézère, le moulin de la forêt ou moulin de la papeterie, aussi appelé moulin du Pont-la-Péra. Mais ce choix qui était initié surtout par Fernand Deveau ne faisait pas l'unanimité parmi les chefs du maquis. En janvier 1944, environ 2 sections de réfractaires s'installent au Pont-la-Péra. Les jeunes sont soutenus par les fermes alentours, les fermes Durand, Marsal, Maquilloni, et les jeunes sont soignés par le docteur Lacotte de Paysac, ainsi que l'équipe du professeur Fontaine à l'hôpital de Vierville. Pourquoi le moulin a-t-il été choisi? Il fallait trouver un endroit isolé, assez vaste, pouvant héberger plusieurs dizaines de réfractaires. Ce moulin était inoccupé. Il était depuis 1937 la propriété d'un médecin de Limoges, le docteur Lucien Duteil, dermatologue à Limoges, collaborateur notoire, qui n'y était pas venu depuis presque 2 ans. Ce moulin de la papeterie, le moulin de Pissac, le moulin de la forêt, est improprement appelé moulin du Pont-la-Péra, car à quelques centaines de mètres plus bas se trouve un vieux pont de pierre à 3 arches datant du Moyen-Âge, le Pont-la-Péra. Mais l'endroit est isolé et discret. C'est pour ça que le choix a été fait comme ça. Ce moulin est situé sur la commune de Pestac, en Corrèze, à la limite de la Dordogne et assez proche de la Haute-Vienne. Mon épouse vous a fait un dessin
montrant la position du moulin. Donc, le moulin est ici, le pont Lavera est en aval, à 800 mètres environ. Le chemin qui vient du pont Lavera est ici. L'eau Vézère coule dans ce sens. La rue droite est encore là, la rue gauche est encore là. Ici, vous voyez le moulin, la maison d'habitation avec la grande écurie qui se trouve dessous, l'écluse du moulin, le pied du moulin qui alimente les meules, une petite passerelle qui permet de traverser le pied du moulin. Toute cette zone est boisée et très escarpée. Ici, c'est une zone rocheuse. Voilà ce que l'on peut dire concernant l'emplacement du moulin. C'est très difficile d'accès. Le chemin est un chemin de terre qui n'est pas carrossable par des véhicules automobiles. Et nous reverrons plus tard ce plan. Ce plan a été fait d'après le PV des gendarmes de la Noailles, PV numéro 95. Donc apparemment, le fait que cet endroit soit très isolé, encastré entre des falaises boisées, avec un accès mal élevé, ça paraît à certains une cache satisfaisante. D'autres critiquent le choix de cet emplacement, mais il faut absolument trouver de quoi loger ces réfractaires qui se présentent et que les fermes des alentours ne peuvent plus les héberger. Ce moulin se présente sous la forme de deux bâtiments, c'est ce que je viens de vous dire. Au nord, le moulin proprement dit, qui est actuellement pas encore visible, avec ses meules qui ont fonctionné jusqu'à la fin de la guerre de 14-18. En dessous, il y a une cour, et perpendiculairement au moulin, un grand bâtiment qui a été démoli, c'est ce qui a été dit au début. Il y a deux pièces dans ce bâtiment, une cuisine et une chambre. Les chambres, ces deux pièces font environ 18 mètres carrés chacune. Un étage sert de grenier, on y accède par un escalier extérieur. L'autre partie de ce bâtiment contient une écurie et une grange. Donc, janvier 1944, on y transporte du matériel. Des uniformes qui ont été faits au chantier de jeunesse, au dépôt du chantier de jeunesse du moulin du Bouc, près de Saint-Médard-d'Exileuil. On y avait des équipements militaires divers, des casques, des bidons, des couvertures, dont des couvertures qui ont été dérobées au dépôt du 41e régiment d'infanterie, place de la Nation à Saint-Thierry, de la paille, du matériel de cuisine, en nombre insuffisant, mais il y en a quand même. Les réfractaires arrivent de partout, il y en a beaucoup, beaucoup des environs. Ils arrivent par le tramway à Paysac, et à Paysac, ils savent que tout le monde connaît l'existence de ce camp réfractaire, et on les amène jusqu'à ce moulin. Les jeunes qui y sont, comme je vous l'ai dit, essentiellement de Dordogne. Il y en a 25 qui sont de Dordogne, il y en a 5 qui sont de Saint-Thierry, il y en a 2 qui sont de Corrèze, 2 à Dresde-Lorrain, 2 de Seine-Maritime, etc. Leur profession est très variée. Il y a 15 agriculteurs, 2 étudiants, 2 apprentis, un boulanger, un charcutier. Il y a un coiffeur, un plombier, un manœuvre SNCF, un auxiliaire de police, un mécanicien en cycle, un typographe. Et parmi tous les jeunes qui sont au moulin à ce moment-là, il n'y en a que 3 qui ont une expérience militaire ou qui ont fait leur service militaire. Leur âge, 27 sont nés en 1924, donc 20 ans, ou même parmi ces 27, il y en a 13 qui n'ont pas encore 20 ans.
6 sont nés en 1923, 5 en 22, 4 en 21, 1 en 1920, donc 24 ans, et le plus âgé en 1919, 25 ans. 2 sont plus jeunes, n'ont pas encore 19 ans. Il faut noter que tous ces jeunes qui ont quitté leur famille, tous ces jeunes sont célibataires. Donc ils pouvaient se permettre de partir et de se cacher sans trop se soucier de leur famille. Au Moulin, ces jeunes, on essaie de leur donner une formation militaire. Il y a 2 trentaines qui sont installées à la fin du mois de janvier, 44 bien sûr. Il y en a une qui est commandée par Jean-Paul Delage, originaire de Pompadour, et une commandée par Raymond Pivert, alias Guy Lachaud. Donc, dans la journée, les activités principales sont les suivantes: des patrouilles, des gardes, la recherche de ravitaillement, c'est capital pour nourrir une 60aine de gaillards de cet âge. Il faut vraiment beaucoup de nourriture. La récupération d'armes, si c'est possible, il y en a peu. La préparation des repas, l'instruction militaire, le jeu de cartes, la belote est très pratiquée. Mais les journées sont longues. Et malgré tout, il y a un certain désœuvrement. La discipline qui est relâchée, pour donner son nom. Certains vont fréquenter les bars des environs, ou même ont dans leur famille, pour ceux qui sont de Dordogne, et cela sans autorisation des chefs, bien sûr. Donc, tout le monde les voit dans le canton, et tout le monde connaît l'existence de ce camp de réfractaires. En janvier 1944, ceux qui sont là le 28 janvier voient arriver une religieuse. Une religieuse en habit noir, avec un voile entourant le visage en rond. Il se pose des questions. Maintenant, nous savons qu'il s'agit de sœur Marie-Philomène. Cette religieuse de presque 40 ans s'appelle Lucie Billion. Elle a pris le voile dans la congrégation des sœurs de Sainte-Marthe et elle est soignante à l'hôpital de Thiviers. En 1943, elle est en contact avec la résistance. Elle devient la maîtresse de l'abbé Jules Ferry. Elle passe de longues soirées avec lui. Elle peut parler de la résistance. Elle connaît la famille de Rodolphe César, le futur Braque, qui œuvre dans la résistance depuis plusieurs mois. Et cette religieuse, qui est folle d'amour pour l'abbé Ferry, est délaissée par ce même abbé, qui prend une autre maîtresse, qui est une infirmière dans le même, qui est une infirmière à Thiviers. Sœur Marie-Philomène aurait envoyé au moins 11 lettres anonymes de dénonciation aux autorités allemandes. Dans ces lettres, par dépit, elle dénonce les responsables de la résistance, Aubrac, Violette, dont les noms seraient nommément cités. Mais ces lettres sont interceptées par la poste de Thiviers et sont remises aux résistants de Thiviers. Elle est identifiée. Et il est décidé que pour éviter que cette religieuse nuise aux résistants et n'entraîne des conséquences graves pour les résistants de la région, il est décidé de la kidnapper. Le terme n'est pas exact, parce que kidnapper, ça veut dire rapte d'enfant, mais de l'intercepter.
4 résistants de l'armée secrète d'Ordre-Nord, Georges Lautrec, Raoul Audrey, Raymond Piffer et Cadieux, habillés avec des uniformes allemands, vont l'arrêter chez ses parents à Bergerac le dimanche 23 janvier. Quand ils arrivent chez les parents, elle est à la messe. Les résistants demandent aux parents d'aller la chercher. Elle arrive, elle voit des uniformes allemands. Elle est plutôt en confiance. On lui dit que ses lettres ont été reçues et on lui demande de confirmer ses dires en identifiant les résistants dont elle parle. Elle est identifiée. On lui fait identifier Rodolphe César, RAC. Là, à ce moment-là, on lui dit exactement quels sont les auteurs de ce RAC. Elle est en face des résistants. Elle ne dit rien. Elle est transférée ensuite au Moulin du Large. Elle arrive au Pont-la-Verra. Elle est enfermée dans un réduit du grand bâtiment. On lui propose soit d'entrer dans un Carmel, soit de partir dans un monastère en Espagne, pour qu'elle ne puisse plus continuer à dénoncer la résistance. Elle refuse. Rodolphe César et d'autres vont consulter l'évêque Reuc à Périgueux. C'est un Alsacien qui est réfugié à Périgueux. L'évêque se défausse un petit peu, ne prend pas de décision et les laisse libres de faire ce qu'ils entendent pour éviter qu'elle ne nuise. Les responsables de la S, donc Braque, Violette, décident son exécution. Ils préviennent l'évêque Reuc de Périgueux, qui envoie le chanoine Charles Berger. Il vient au Pont-la-Verra. Ce chanoine vient au Pont-la-Verra. Il confesse la religieuse, il lui donne la communion et l'extrême-onction. Dans son habit noir, elle passe la nuit du 7 au 8 février en prière, et le matin du 8 février, dignement, elle fait face au peloton d'exécution composé d'au moins 6 hommes. Elle est fusillée sur un petit endroit qui est plat au-dessus du moulin. Elle est enterrée à cet endroit. Plus tard, son corps sera enseveli à un autre emplacement. On ne sait pas exactement où. Moi, j'ai entendu elle aurait été enterrée contre le moulin, près de Mauvais-Alep. Ce sont des suppositions. Depuis, on n'a jamais retrouvé cette douille. Après son départ de chez ses parents, le lundi 24, les parents de la religieuse avertissent la gendarmerie de Bergerac, puis la sous-préfecture et les renseignements généraux. Le 25, le préfet de la Dordogne, croyant qu'elle avait été arrêtée par la police allemande, demande à la fête commandante de Périgueux les raisons de cette arrestation. Les renseignements généraux d'Ichy et Limoges sont prévenus, ainsi que la police allemande de Limoges et le préfet régional Franck Valade. Ça fait beaucoup. Les renseignements généraux ont reçu de nombreux rapports des autorités de Dordogne avec le nombre des exactions qui sont attribuées aux maquis, aux terroristes comme l'on dit, et ce nombre est très important. Il y a eu des exécutions, il y a eu des sabotages de matériel agricole, de voies ferrées, d'Alandre, du standard téléphonique de Paysac, des vols de véhicules, de motos, d'essence, de tabac, de nourriture, de tickets d'alimentation, les 600 couvertures à Saint-Thierry. En plus, il y a des lettres anonymes de dénonciation.
Tout cela incite les autorités à agir pour stopper les actions des maquis. Une expédition est montée pour se rendre sur les lieux à Paysac. Les unités qui sont les unités allemandes qui ont agi au moulin du Pont-l'Avérin, il ne s'agit pas de 19e SS Polizei, comme certains l'ont cru, puisque ce régiment n'est arrivé à Limoges qu'au mois de mai 1944, à l'époque du Pont-l'Avérin. Cette unité était en Slovénie. Par contre, il y a des éléments d'une compagnie du 28e SS Polizei régiment TOT. Ils sont commandés par le lieutenant-colonel Auguste Meyer de Limoges, commandant de la CIPO, police de sécurité, et le service de sécurité SD, improprement appelé Gestapo. Il a entre autres sous ses ordres le 2e bataillon, formé des 4e, 5e, 6e compagnies du régiment de sécurité 95, Sicherungsregiment 95. C'était un régiment, le premier régiment était donc un régiment de SS. Le 95e, c'est un régiment de police d'infanterie qui vient de la Wehrmacht, de l'armée de terre, de la Wehrmacht, la R. Et ce régiment est spécialisé dans la répression et l'anéantissement des maquis. Donc des éléments du 28e Polizei et du 95e régiment de sécurité sont préparés pour partir en expédition punitive. Des rescapés du Pont-l'Avérin, après cette journée tragique du 16 février, ont dit qu'ils ont entendu parler français au Pont-l'Avérin, au Moulin. C'est vrai. Il y avait Eric Bartels, capitaine SS, Joseph Meyer, un Nouveau-Zéland français, qui en 1939 était dans l'armée française et qui était dans les SS allemands garandiens, qui parlait parfaitement français. Il y aurait eu aussi des auxiliaires français du SD, étaient-ils en uniforme allemand, il y aurait eu deux civils, deux ou même plus civils qui parlaient français, qui étaient là aussi. Ces unités sont redoutables. Depuis l'ordonnance du maréchal Sperl du 3 février 1944, ils ont une liberté de manœuvre qui est beaucoup plus importante qu'avant pour lutter contre les terroristes, puisque les terroristes, c'est comme cela qu'on appelle nos pauvres jeunes, nos réfractaires, qui ont pris le maquis. Ils peuvent utiliser les mêmes méthodes que quand ils luttaient contre les partisans de l'Union soviétique. Pratiquement tout leur est permis. Les unités sont préparées dans la nuit du 15 au 16 février. On estime qu'il y a environ 250 hommes sous uniforme allemand qui ont opéré ces jours-là. Donc ça nécessite plusieurs dizaines de camions. Départ de Limoges, tôt le matin, enfin tôt, dans la nuit. Arrêt à Saint-Thierry à la Croix de Fer. C'est un emplacement qui est appelé ainsi parce que c'est là que se croisaient les lignes de tramway d'époque. Et c'est là qu'il y a un monument concernant les morts de Saint-Thierry qui ont disparu au Pont-l'Avérin. Après le carrefour de la Croix de Fer, il y a un groupe qui quitte le convoi en direction du moulin des Deux Eaux sur la Boucheuse. C'est un affluent de l'Auvézère, qui est sur la rive droite. Ils prennent la départementale 18, qui devient la départementale 613. Ce groupe traverse Landon, laisse la route de Paysac à droite et passe par le Guéraudier, les Biards. Ce détachement se scinde à nouveau en deux au carrefour de la départementale 6 et de la D46. L'élément le plus important prend la D46 à droite et plonge dans la vallée de la Boucheuse, affluent de l'Auvézère. Arrive vers le moulin des Deux Eaux.
Le deuxième élément de ce groupe passerait à Ségur, certains prétendent ne pas l'avoir vu, traverser à Ségur, rejoint la route de Pompadour à Paysac, et tourne à droite vers Pissac, au Petit Pissac. À cet endroit habitait le jeune Georges qui avait 15 ans, qui lui a noté 2 véhicules légers et 7 camions qui se sont arrêtés sur cette route vers 10h15. Il est réquisitionné comme guide pour aller jusqu'au moulin, au petit moulin comme on lui demande. Et il va à pied avec les spires allemands. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe prend la nationale 704 jusqu'à Angoisse. La nationale est devenue départementale. À Angoisse, ce deuxième groupe tourne à gauche sur la départementale 80, passe par Malavo, puis Paysac. Environ 8 camions auraient été vus par un jeune de chantier de jeunesse qui allait chez le dentiste vers 9 ou 10 heures du matin. C'est un témoignage qu'il m'a dit il y a 15 jours. Mais tous les témoignages ne sont pas à prendre en compte à la lettre, parce qu'il m'a dit également que ce 16 février, c'était un mardi, le jour de la foire, alors qu'en réalité, le 16 février, c'était un mercredi. Le lendemain de la foire, qui à Paysac avait toujours lieu le 3e mardi de chaque mois. Donc c'est le lendemain de la foire, et la région de la région se souvient parfaitement de cette date et de ce jour. Les 3 groupes allemands descendent en position. Il y en a le dernier groupe qui arrive par le pont Lapérin et progresse vers le moulin par le chemin de terre. Certains prétendent qu'il neigeait ou qu'il avait neigé, il y en a d'autres qui disent qu'il a neigé la nuit suivante simplement. Bon, c'est accessoire, il y a des détails qui ne sont pas prouvés. Mais les Allemands arrivent, du fait du niveau d'eau de l'eau Vézère, il y a un bruit ambiant important et ils arrivent assez près du moulin. Les premiers coups de feu claquent en même temps, aussi bien de la rive droite que du groupe qui est arrivé par le chemin venant du pont Lapérin. Quelques soldats arrivent à monter par le sentier au-dessus du moulin aussi. Les maquisards se posent des questions. De quoi s'agit-il? Est-ce que ce sont les GMR, c'est-à-dire les groupes mobiles de réserve du gouvernement de Vichy? Non, il y en a un qui reconnaît des casques allemands. Ce sont les Allemands. Les Allemands, les maquisards ripostent avec leur armement dérisoire. Ils ont juste à leur disposition un fusil mitrailleur 24-29, quelques fusils de guerre. André Kubertafon nous a raconté que lui, il avait un Mauser Gewehr 98 de la Première Guerre, avec 5 cartouches. Il possède également une mitraillette Sten et quelques revolvers. Mais pour toutes ces armes, peu de munitions. Les échanges de coups de feu auront duré à peu près 2 heures. Il y a des morts et des blessés parmi les réfractaires. Les soldats allemands arrivent à lancer des grenades dans les bâtiments. Il y a 19 morts parmi les maquisards, 28 survivants. Sur les 28 survivants, d'après Henri Breuil et Fernand Guyot, 13 se seraient rendus aux Allemands. Ce sont eux qui auraient été faits prisonniers et embarqués dans les camions. Les 15 autres sont exécutés sur place. Le premier, le jeune brun, qui est handicapé, qui est manchot, comme l'on dit. Les réfractaires qui restent, donc, sont couchés face contre terre et on leur impose de se lever, de fuir. Et là, à ce moment-là, ils sont tirés comme des lapins. C'est monstrueux.
c'est le fait qu'ils aient essayé de fuir. C'est pour cela qu'on ne les a pas retrouvés en colonne, on les a pas retrouvés en tas, excusez ce terme, mais en groupe de 5, on les a retrouvés très disséminés un petit peu autour des bâtiments. C'est ce que les gendarmes de l'Allemagne ont noté dans leur rapport et dans le schéma qu'ils ont fait et qui est très détaillé. Sur le schéma fait le lendemain par les gendarmes de l'Allemagne, on voit, par exemple, qu'il y a 5 hommes qui ont été tués dans le moulin, 2 aux alentours de la maison, 2 qui essayaient de passer par les rochers à la droite du moulin quand on arrive, 2 qui avaient réussi à passer par les rochers et à traverser et qui ont été tirés, 3 qui sont entre le bief, 1 qui est très loin, qui est probablement une sentinelle, et tous les autres qui sont autour. Total, 31. Il y en a 2 qui étaient de l'autre côté, qui ne se figurent pas sur le schéma de la gendarmerie de l'Allemagne. Et donc on arrive à un total de 33. Et il y en a un 34e qui a été retrouvé beaucoup plus tard, un mois plus tard exactement, le 16 mars 1944, dans l'eau désert, à moitié ensablé, en aval de l'emplacement du moulin. Les 13 prisonniers sont embarqués dans les camions. Ils passeront au retour par Saint-Thierry, à la Croix-de-Fer aussi. Première nuit à la prison de Limoges, ils sont interrogés, torturés, pour essayer de leur faire avouer les noms des responsables, les caches et tout ce qu'il pouvait y avoir. Ensuite, malheureusement, direction Compiègne et les wagons bestiaux pour aller dans les camps de concentration du Grand Reich. Vers 14h30, le 16 février, les Allemands entament leur retour. Mais il y a une contre-attaque qui est effectuée par des membres de la résistance. Alors, les témoignages divergent concernant cette contre-attaque. Le gendarme chartrain de l'Allemagne y participe, ainsi que Raoul Audrey. Violette serait venu de Sarlande avec une trentaine de résistants armés secrets et francs-tireurs et partisans, eux venant du détachement d'Aboulé. Les maquisards vident leur chargeur de fusil mitrailleur Braille et, faute de munitions, abandonnent le combat. Les Allemands ont été blessés car on aurait retrouvé des pansements ensanglantés sur les yeux. Certains rapports de résistants estiment à 70 le nombre de tués allemands, mais c'est certainement complètement faux. Hein. Y a-t-il eu des morts chez les Allemands pour l'interrogation? Nous ne le savons pas. Nous n'avons ni les archives de la Gestapo, ni les archives du 28e régiment SS et du 95e régiment de sécurité. Les archives de la milice auraient disparu. Le Gouvernement libérateur de Limoges aurait essayé de récupérer le maximum de documents. Il en a récupéré beaucoup dans les commissariats de police de Limoges. Sa fille, Michel, détient encore des archives, mais il est impossible de les consulter. Est-ce qu'on aurait des résultats intéressants en consultant ces archives? Point d'interrogation. Les Allemands, lors de la libération de Limoges, n'ont pas emporté leurs archives. Elles ont probablement été détruites. Les archives de Fribourg consultées en 1990, je suis allé, où j'ai
j'ai passé 3 jours. Rien. Le directeur de ces archives m'avait dit à l'époque, vous êtes de l'Olbienne, qu'est-ce que vous cherchez? Quand je lui ai dit quel était le but de mes recherches, il m'a dit, bon, si vous cherchez quelque chose sur Oradour, ça sera disponible au public en 2043, soit un siècle après les événements. Je dis, on la verra. Rien. Apparemment, il ne connaissait pas. Donc, les archives sérieuses des autorités allemandes de la milice, nous n'en avons point. Et par contre, les archives de la préfecture de région, les archives de gendarmerie, tout ça c'est consultable et ça a été consulté. Donc les Allemands repartent, apparemment avec peu de pertes et avec 13 prisonniers. Que se passe-t-il alors au Moulin? Il semblerait que le premier qui soit allé sur les lieux soit Raoul Noailles. Raoul Noailles, c'était un négociant en bois de Paysac, un pêcheur qui connaissait la région et qui est arrivé par la rive droite. Il aurait traversé l'Auvers sur l'écluse. Il a entendu quelques explosions. Ces explosions, c'était des cartouches qui avaient été mises dans le feu avec les équipements, qui avaient été mis avec les équipements des réfractaires et auxquels les Allemands avaient mis le feu. Donc, ce n'était pas dangereux, les Allemands étaient partis, la contre-attaque de la résistance était finie depuis quelques heures. Raoul Noailles va sur le lieu du massacre. Il se précipite à Germignac chez son oncle Bourbon, oui, qui va prévenir le docteur Lacotte et qui voit le gendarme Chartrain. Raoul Noailles revient au moulin, il est rejoint par Bourbon, qui amène un charretto. Et là, Raoul Noailles constate qu'il y a un corps qui est encore chaud. Il s'agit d'André Gubertafond. André Gubertafond a été blessé, a reçu 2 balles, dont une qui devait être le coup de grâce qu'on lui a administré dans la nuque et qui est ressortie au niveau de la cheville. Mais il vit, on lui parle, il est chaud, on l'amène dans le charretto jusqu'au Pont-Neuf, où le docteur Lacotte le prend dans sa voiture, qui était une ancienne, une voiture qui était connue de tout le canton. Il est devoir se soigner à côté de chez moi, on récupère sa fond, et vers 20h, il est amené par le docteur Lacotte à Clerville via Besnac. Il est opéré par l'équipe du professeur Fontaine, avec le docteur Tamien. Le professeur Fontaine, réfugié à l'Alsace, un peu qui venait de Strasbourg. Et André Gubertafond quitte Clerville vers 3h du matin, il est amené à Roufiaguet, et il est soigné plusieurs semaines par différentes familles du secteur. Heureusement qu'on ne va pas garder à l'hôpital de Clerville, car il y a des Allemands qui étaient au courant qu'un rescapé du Moulin était passé par Clerville, aurait voulu le réceptionner pour éviter qu'il ne parte. C'est André Gubertafond est mort l'année dernière, au mois de mars 2014. Donc, c'était un rescapé. Il y en a un autre qui s'appelle Guy Odor, appelé par lui aussi qui a réussi à s'échapper et à traverser le désert. Il a fini la guerre au sein du 3e bataillon, le bataillon violette de la brigade RAC. Et enfin, il y a un 3e rescapé de cette journée, Roger Gilberti. Je reviens à cette journée du 16 février. Le maréchal des logis-chefs, commandant la brigade de Lannoy, est informé en début d'après-midi qu'une opération des troupes allemandes est en cours vers Paysac. Il arrive sur les lieux avec 5 gendarmes de la brigade. Et à la nuit, il est au moulin. Il entend un coup de feu. Et c'est comme pour Raoul, c'est une cartouche qui est dans le feu, qui vient d'exploser.
du moins, il y a de nombreux cadavres. Ils ont été tués par balles, surtout des balles de 9 mm, donc avec soit des pistolets, soit des pistolets mitrailleurs style LP40. Ils cherchent désespérément s'il y a des survivants. Ils arrêtent leur recherche à la nuit, n'ayant plus de pile électrique pour y voir suffisamment. Ils reviennent le lendemain et ils font un croquis détaillé des lieux, croquis très intéressant, qui montre l'emplacement des corps des martyrs. Parmi les prisonniers qui ont été embarqués par les Allemands dans leur camion et qui sont partis dans les camps de concentration allemands, il y en a 5 qui mourront à Mauthausen et 7 qui reviendront, heureusement. Le lendemain du drame, les parents et amis des victimes se rendent sur les lieux, amènent les corps jusqu'au pont, et là c'est le camion Berlier à gazogène de Raoul-Noailles qui les amène jusqu'à Paysac. Raoul-Noailles, désintéressé, qui aurait fait partie de l'armée secrète, le parmi les légaux, donne le bois pour faire les cercueils. Il faut remarquer qu'il n'a pas été récompensé de toutes ces générosités puisqu'il a été exécuté le mois suivant par un groupe de FTP. Donc pour les enterrements, le préfet de région signale aux différents maires du canton que les autorités allemandes autorisent la présence de 2 membres de la famille aux obsèques, sous réserve que l'ordre public soit rigoureusement observé et qu'il n'y ait aucun attroupement, sinon il y aurait des sanctions extrêmement graves pour les communes et leurs habitants. Au départ, les autorités allemandes voulaient qu'il n'y ait qu'un membre de la famille qui soit présent. On a intercédé et on est arrivé à obtenir la présence de 2 membres de la famille. La liste des jeunes qui ont été tués figure sur le monument du pont La Vérance. Ont été rajoutés cette année les noms des 7 déportés qui sont revenus et qui sont tous morts depuis. Ces 7 déportés, Honoré Piroulet, Alexandre Boissali, mort en novembre 2011, Roger Delon, Pierre Marchard, Robert Maury, Léon Prony et Jean Rémy. Quelles seraient les causes du massacre? Il y a eu beaucoup d'hypothèses, beaucoup de choses qui ont été dites. La mort de sœur Marie-Philomène y est-elle pour quelque chose? C'est ce que pense M. Moreau dans ses ouvrages. La presse fichiste de l'époque cite son exécution, notamment le Courrier du Centre de Limoges, le numéro du samedi 4 mars 1944. Donc ce Courrier du Centre cite son exécution dans l'article relatant les événements du pont La Vérance, sous le titre « Une bande de dangereux terroristes mise hors d'état de nuire ». L'exécution de la religieuse, l'insécurité réunie en Dordogne aurait donc incité les autorités d'occupation à faire un exemple. Première hypothèse. Autre version de l'origine du drame. Un habitant de la région de Paysac, un nommé A.B., aurait dénoncé les réfractaires, soit directement aux autorités allemandes, soit au propriétaire du moulin, le docteur Lucien Dutheil, dermatologue à Limoges, proche de la milice et membre du Parti populaire français. Sans preuve réelle,
Ce dernier a été accusé de délation dès le lendemain du drame. Le colonel Gallois, lors de la libération de Limoges, le 21 mai 1944, aurait récupéré une lettre dactylographiée qui émanerait, je veux dire tout ça au conditionnel, qui émanerait d'un membre de la Gestapo, un Français. Cette lettre est non signée, sans lieu, ni date, bourrée d'erreurs. Et cette lettre prétend que le docteur Dutheil aurait touché la somme de 200 000 francs pour cette dénonciation. Est-ce vrai? La teneur de la lettre n'incite pas à accréditer cette hypothèse. Il faut savoir que le docteur Dutheil est resté en France jusqu'en 2006. Ensuite, il est allé en Argentine. Que le moulin a été vendu par la famille, que ses biens n'ont pas été réquisitionnés, que le moulin n'avait pas été brûlé par les forces allemandes, ce qu'en général il faisait quand il était dans des endroits où il capturait les terroristes. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation concernant le docteur Dutheil. Autre théorie, il y a 2 suspects en relation avec la milice qui se seraient fait passer pour des réfractaires, qui auraient séjourné peu de temps au moulin et auraient ainsi pu renseigner les Allemands. Un des 2 aurait rejoint le marquis FTP, Bernard, en Charente, aurait été découvert et fusillé. L'autre aurait disparu à jamais. Enfin, de nombreuses lettres anonymes arrivaient jusqu'aux autorités d'occupation. La présence de réfractaires au moulin du Pont-Lavera était notoire. Donc il y a toujours des questions qui se posent, qui vraisemblablement ne seront jamais résolues. Je doute qu'il y ait des archives privées qui nous permettent de connaître exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Au début de 1944, quand on avait des papiers compromettants, on ne les gardait pas chez soi. Et on n'écrivait pas la relation de faits comme ceci. Les craintes étaient grandes, le débarquement n'avait pas encore eu lieu. C'était risqué de garder quelque chose de compromettant. Moi, je pense que les travaux faits par la femme amènent beaucoup de renseignements intéressants, mais ne permettront probablement pas d'élucider toute l'origine, toutes les causes du drame. Ce drame a été le signe annonciateur d'une répression sans précédent en Dordogne. Ainsi, en Dordogne, rien que pour la semaine du 25 mars au 2 avril, il y aura 196 fusillés, dont 45 pour la seule région de Brantôme. En Corrèze, la Corrèze toute proche, du 31 mars au 7 avril, la semaine sanglante, comme l'appelait le préfet Trouillet, le préfet de l'époque, on dénombrera 55 exécutions. Après le débarquement du 6 juin 1944, le nombre des exactions allemandes augmente considérablement, tout comme le nombre de victimes, bien sûr. Ainsi, parmi les plus grands massacres des civils en France, par les autorités allemandes, par les armées allemandes, 4 ont eu lieu dans la région. 99 candidatures, 642 victimes à Oradour-sur-Glane, 67 à Argenton-sur-Creuse et 52 à Bussino. En outre, arrestations et déportations se multiplient. 886 déportés en Vienne, 548 en Dordogne, 950 en Corrèze, dont les 149 atus le 9 juin 1944. Les 6 premiers mois de 1944 ont donc été une période redoutable et redoutée en Dordogne. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, est-ce que l'on connaîtra un jour les causes réelles? Est-ce que nous pourrons
envisager sérieusement la fin des questions que nous nous posons. Est-ce que les familles des victimes auront droit enfin à la vérité? Je ne prétends pas la connaître. Je crois que cela sera très difficile. Je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions? Si quelqu'un désire intervenir, quelqu'un a un témoignage à présenter, à proposer, de près ou de loin, comme vendredi dernier, peut-être qu'on peut demander à Mme Rousseau de nous redire ce qu'elle a dit au moment de l'inauguration de l'exposition. Ce monsieur, effectivement, en a parlé. Attendez, Oui. Pardon. Oui. Allez. Ce monsieur a répondu justement là, quand il a annoncé que monsieur, monsieur Noailles était allé donc Raoul, oui. Et alors effectivement il est allé à Germignac, comme vous dites, chez le père Bourbon. Oui. Le père Bourbon est mon grand-père, était mon grand-père. Et l'histoire a réveillé, comme nous les gens qui nous racontaient, donc avec notre sœur qui est dans mon coin, il nous disait qu'il avait été donc sur le lieu et qu'ils avaient retourné effectivement les blessés. Les morts. Oui, Enfin, le blessé. Qui était mort, pour voir s'il y en avait quelques-uns vivants. Et effectivement, ils ont retrouvé donc monsieur Bertafon. Et vous avez dit qu'il l'avait amené au pont Madeira. Nous, mon grand-père, au pont Madeira, pour l'amener à Carrier. Et mon grand-père nous a toujours dit qu'il l'avait amené. Pont des Deux Eaux. Oui, non, ça a amené des Deux Eaux. Au pont Madeira, vous avez dit qu'il y avait ce pont-là qui est. Oui, le vieux pont. Et ils l'ont amené justement à Germignac, chez mon grand-père. Ils l'ont posé sur la table, dans la cuisine, ils lui ont donné les premiers souhaits. Et c'est ici Que le docteur Lacotte le docteur Lacotte a amené à Carrier. Il ne l'a pas amené directement du pont Madeira, comme vous avez l'air de dire, il ne l'a pas amené à Carrier directement. Voilà, c'est tout ce que je peux me rappeler. Je sais qu'il nous avait dit qu'il était à côté d'une grosse pierre, quand ils l'ont trouvé, il était donc la tête face à la terre, et il avait une pierre à côté de lui. Je crois qu'il était. Mon grand-père nous l'avait montré, mais. Qui est contre c'est le petit muret qui est contre l'écluse, je pense. Je crois que André Bertafon était là. Ah oui, c'est possible, mais je sais qu'il nous avait dit qu'il était à côté d'une pierre. Voilà. Et effectivement, quand nous étions amis, mon père nous a menés, on y allait toutes les semaines. Et on avait vu donc, sur les photos la maison, donc, où il y avait ces deux pièces. Oui. Moi, j'ai le souvenir des impacts des balles dans ces pièces. Oui, malheureusement, ces lieux ont disparu. Ça aurait été effectivement. C'est dommage, oui. parce que depuis que Francis a fait faire beaucoup de rénovations, si la maison était restée, je suppose qu'il l'aurait fait aussi. Non, parce qu'il y avait eu différents propriétaires depuis 1944 et bon, chacun avait essayé d'aménager le moulin comme il le pouvait. Donc là, je crois que les vestiges des combats. Nous, à l'époque, je me souviens, c'était pas la parents, j'ai été après, ça avait été acheté, je crois que quelqu'un avait fait restaurer un petit peu, mais les planches sur la terrasse, même dans la pièce, à la cuisine, les planches étaient tout abîmées, il reste le hiver, nous qu'on les aime pas passer au travers. Ça, je me souviens bien de tout ça. Mais merci pour ces précisions, madame. Oui. Non, c'est bon. D'autres questions? Sujet sensible,
question était... C'est évident, oui. Il y avait une rivalité, enfin, pas pour tout. Ainsi, quand il y a des réfractaires qui arrivaient au tramway de Paysac, un jour, oui, effectivement, comme vous disiez, il y avait une rivalité certaine entre les FTP et l'armée secrète. Bon, il faut savoir qu'en gros, l'armée secrète était d'obédience gaulliste. Enfin, pas complètement, mais enfin, était plutôt... obéissait plutôt aux ordres de Londres. Et les FTP étaient surtout d'obédience communiste. Mais par exemple, quand il y a des réfractaires qui arrivaient par le TACO, comme le tramway à Paysac, une journée, c'est les FTP qui se chargeaient, qui étaient chargés de s'en occuper, et le lendemain, c'était l'AS. Et donc là, de ce côté-là, ça a fonctionné assez bien. De même, quand il y a eu la contre-attaque, bon, il y en a qui disent qu'il n'y avait que de l'AS avec quelques FTP, d'autres qui disent que des FTP. Je crois qu'ils étaient... il y avait des deux. Hein. Il y a un ouvrage de Pierre Louty qui existe et qui dit qu'il n'y avait que des FTP, mais c'est inexact. Hein. Il y avait au moins Chartrain, il y a Audrey qui était là, Violette aussi est arrivée, mais ça n'empêchait pas la rivalité, effectivement. Bon, comme je voulais dire, Raoul Moy a été exécuté fin mars 1944, il a aidé la résistance, il était plutôt pour la S et il a été exécuté par des FTP. C'était une période révolutionnaire. Hein. Et M. Moy donnait des planches pour l'Union Atlantique. Oui, donc Vous avez été tué? Non, à cause de ça. Oui, mais il n'avait pas le choix, il était réquisitionné par l'organisation TOT pour fournir du bois pour le mur de l'Atlantique et pour les blocos. C'est évident, mais tout le monde le sait, ça qu'il était obligé. Il n'avait pas le choix. Un négociant en bois, obligatoirement, il l'a fait. Et ce qui n'empêche qu'il a donné le bois pour faire les cercueils des martyrs. Donc, il fallait tenir compte de ça. Et moi, l'armée secrète lui avait remis une mitraillette Sten pour soit se défendre, soit participer au combat si c'était nécessaire. Bon, il n'a pas pu s'en servir, bien sûr. Il a été... le rapt a eu lieu au début de la nuit. Il est parti il a été tué presque sous les yeux de son épouse. Hein. Bon, il n'a pas été le seul d'ailleurs, il y en a eu d'autres. Mais c'est effectivement des rivalités. Il faut savoir aussi que parmi les FTP, il y en a qui voulaient faire vraiment le grand soir, qui voulaient faire leur révolution. Il y en a qui se désintéressaient complètement de ce qui se passait ici. Il y a des républicains espagnols qui en faisaient partie aussi. Et pour eux, la France, c'était pas comme leur république espagnole. Il y en a qui se sont que tout permis, hein, malheureusement. On sait pertinemment qu'il y a eu des excès de tous les côtés, finalement. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, si, pardon. Je me demande, est-ce que vous avez consulté, c'est possible de consulter les archives allemandes qui sont des documentaristes sérieux. Je me demande si vous avez consulté ou essayé de consulter les archives allemandes. Oui, j'ai essayé de consulter les archives allemandes en 1989. Je suis allé aux archives fédérales, c'était à ce moment-là la République fédérale d'Allemagne, en 1989. Mais il faut savoir que le départ des Allemands de la région de Limoges s'est fait vraiment en catastrophe le 21 août au soir, après la reddition du général Weindiger. Et il y a juste un groupe de SS, de 190 SS qui était à Limoges, qui est parti. Inutile de vous dire qu'ils n'ont pas eu la volonté d'emporter leurs archives. Et place Marceau, la caserne Marceau de Limoges, il y a eu un grand feu qui a été vu par les habitants autour. Le feu, vraisemblablement, il y avait des archives, il y avait des choses compromettantes.
Malheureusement. Eh oui, c'est dommage. Pourquoi la fille de Georges Guingouin n'a pas donné les documents? C'est une question que j'ai posée pas plus tard qu'hier au président des Amis du musée de la Résistance de Limoges, qui s'appelle Jean-Jacques Spell, qui est en contact avec Michel Guingouin. Moi aussi j'ai été en contact avec Michel Guingouin. Mais ce Jean-Jacques Spell m'a dit si je dévoile certains noms qui figureraient dans ces archives, je suis tout de suite attaqué. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une amnistie. Et que maintenant, si on dévoile certains noms qui, même s'ils ont des actes délictueux à se reprocher, les familles, ou même s'il y a des survivants de cette époque, peuvent attaquer celui qui dévoile ces noms. Donc je crois que, enfin moi c'est la version que j'ai eue pas plus tard qu'hier. Oui, mais s'il y a crime de guerre, c'est une certaine perspective. Crime contre l'humanité. Pas les crimes de guerre. Donc c'est pas la même chose. Non, le crime contre l'humanité, effectivement, c'est Oradour, mais les troupes d'occupation allemande prétendent ici c'était un acte de guerre, c'était des terroristes qui étaient contre le gouvernement légal de l'époque, et c'est pour cela qu'ils sont intervenus. Donc, je crois que crime contre l'humanité, non. Donc, pour les Français qui pourraient figurer dans les archives qui seraient chez Mademoiselle Guingouin, s'il y a des noms français, on ne peut pas les sortir. Pardon? En 1953, pour tous les femmes qui se reportaient à la Seconde Guerre mondiale. Même qu'on en parle. Pardon? Même qu'on en parle. On dit en fait, on sait comme ça. Ils sont pas. Oui, mais c'est celui qui dévoile les noms ou les méfaits par ces personnes qui peut être attaqué par les descendants de ces mis en cause. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, madame? Elle a été visitée en 1953. La preuve que c'est un sujet extrêmement délicat encore. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Oui, monsieur. Oui, bonsoir, j'ai juste une petite remarque. Vous avez parlé du propriétaire du moulin du Pont-la-Verra. Oui, docteur Duteil. Oui, Collaborateur, vous savez. tout à fait. Et était-il vivant dans la société là? Le propriétaire du moulin du Pont-la-Verra. Il était vivant, oui. Il était vivant. Oui. Et est-ce que donc vous avez peut-être enquêté sur sa façon d'être à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que les flics n'avaient pas peut-être justement simplement chez lui? C'est possible, enfin, lui n'était pas venu au moulin depuis quelque temps. Il a probablement été prévenu par une personne de Paysac que son moulin était occupé par des terroristes, comme on disait. Il est possible qu'il en ait parlé à Bartels, à la Gestapo, hein, c'est tout à fait possible. Mais, les 200 000 francs dont on parle, honnêtement, j'y crois pas trop. Il n'avait pas besoin de ça, de toute façon. Voilà. Pas d'autres questions? Eh bien, nous allons remercier le Dr Sardin pour cette présentation.
été fort instructive. Nous allons passer à la page suivante qui est plus réjouissante, puisque le restaurant de patrimoine qui ne recule devant aucun sacrifice va nous offrir le beau titre de l'amitié. Je vous inviterai pendant ce temps-là à venir voir les affiches que concernant la gentillesse d'apporter qu'on n'a pas pu présenter. Je pense que peut-être qu'il y a des commentaires à faire. Non, ce sont des affiches. Je ne peux pas montrer où était le feu. Oui. Là. Bon, il y a des petits détails. Il y a aussi autre chose que je voulais vous montrer. Non, ça c'est pour inciter les Français à partir en Allemagne en 41-42. Bon, c'est vraiment caractéristique de la propagande de l'époque. Il y a aussi autre chose que je voulais vous montrer. C'est simplement, pardon, de l'autre côté. C'est une carte au 200 millième de la région. C'est une carte allemande qui est datée d'avril 1940. Et cette carte m'a été remise par un officier français. Elle a été récupérée dans des locaux allemands, à Limoges. Et quand on dit que les Allemands, avec les calendriers des PTT pour se guider, au contraire, ils étaient fort bien équipés, mieux que l'armée française. L'armée française n'avait pas de carte en couleur, elle n'avait pas de carte comme ça en 1940. Et c'est pour montrer la supériorité des Allemands. Je vous dis, daté avril 1940. Ils n'avaient pas encore envahi la France, ils éditaient des cartes d'état-major de toute la France. Ils étaient quand même très forts sur ce plan-là. Hein, et ils savaient parfaitement où ils venaient quand ils sont venus. Ils avaient besoin d'être guidés, effectivement, parce qu'il y avait différents moulins, différents noms, peut-être qu'ils pouvaient se tromper, mais ils savaient quand même assez bien là où ils venaient. Voilà. C'est pour montrer la différence entre le matériel français, l'armée française qui était courte comme tout. Mon père a fait la retraite depuis Haguenau en juin 40, effectivement avec un calendrier des PTT pour ramener ses hommes jusqu'à Perpignan, mais les Allemands étaient bien mieux équipés. Voilà. C'est un petit détail, mais ils étaient sacrément organisés. Bien, sans regret, nous allons conclure. Nous vous remercions de votre remarquable intervention. Merci pour toutes ces précisions. J'espère que la curiosité vous poussera à poursuivre vos investigations, vos recherches, vos lectures. Merci, bonne soirée.